Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 avril 2021. Alors aujourd'hui, ce soir, oh, écoutez, parfois les nouvelles assez tristes nous parviennent de nos proches. Et ici, ce sont les fils de quelques-uns de mes bons amis des jeunes fils, bien entendu, petite vingtaine, fin de la vingtaine, et qui souffrent énormément pendant cette pandémie, qui n'arrivent pas à, à saisir l'ampleur de cette catastrophe, en fait. Certains l'exagèrent, certains l'atténuent, certains jugent qu'elle sera sans fin, que nous n'en sortirons jamais. L'horizon est barré. D'autres, qu'elle est une affabulation, que c'est exagéré, que c'est l'occasion qui est offerte à l'État d'assurer une mainmise sur ses citoyens. N'importe les raisons évoquées, les, ces jeunes hommes, en tout cas, ce que j'ai entendu dans cette journée d'aujourd'hui, ils sont soit courroucés ou accablés, mais personne n'en sort indemne. J'allais vous parler du livre de Gunther Anders, Nous, fils d'Eichmann. Une série de lettres, en fait deux lettres, une série de lettres en deux mouvements, en deux étapes, qu'il a adressé à Klaus Eichmann, le fils du célèbre tortionnaire nazi, dont le procès débutait le 11 avril 1961, il y a 50 ans. Et une des hypothèses du livre des lettres de Gunther Anders, c'est qu'au fond, nous sommes tous les fils d'Eichmann par la responsabilité qui nous est faite d'être conscient de la situation et d'être conscient de notre situation en rapport avec le travail. C'était une des raisons aussi de la terrible efficacité bureaucratique des, euh, des, euh, des nazis. C'était qu'ils atténuaient la responsabilité individuelle de chacun dans les actes posés. Atténuait et la diluait, tant et si bien que les bureaucrates de l'horreur ne pouvaient pas prendre conscience qu'ils étaient un maillon de cette funeste et terrifiante chaîne. Isolés dans leurs tâches respectives, ils étaient incapables de voir en surplomb ce qui se mettait en place, l'effroyable machine à détruire des êtres humains. En début de lettre, il lui dit qu'il ne le tient pas personnellement responsable, cependant, des actes de son père, que nul ne porte sur lui la responsabilité des crimes commis par nos géniteurs, par notre histoire même. Ce serait bon ici de le rappeler peut-être, ou des procès sans fin, ou même la possibilité, ou même l'opportunité de se défendre est un acte
ce n'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on est libéré de notre responsabilité. Et ce n'est pas non plus parce qu'on nous charge d'un poids de responsabilité que nous sommes tenus de le prendre. C'est la thèse aussi de Bruckner, le sanglot de l'homme blanc. Alors, on ne peut pas, nous, héritiers, disons, d'une certaine tradition, on ne peut pas porter sur nous la, la, la faute de nos héritiers, de nos successeurs, dis-je. Alors, quel est le lien entre ces jeunes hommes perdus et le, le nous, fils d'Ackman? Bon, le lien est sans doute ténu, mais c'est très difficile en ce moment de comprendre ce qui se passe, parce que ce qui nous est demandé, au fond, c'est pas juste de sauver des vies, c'est de comprendre on se souvient au tout début de la pandémie, c'était il faut sauver le système de santé. Sauver le système de santé parce que ce système-là a été conçu, a été calibré pour recevoir, année après année, un nombre X de patients atteints de diverses pathologies, un nombre X d'accidents de toutes sortes. Et que si vous en avez fait l'expérience, vous vous retrouvez à l'urgence, on va vous trier, hein, le triage déjà. Alors on va juger assez rapidement par votre état de santé si on doit dardard vous hospitaliser ou on peut vous laisser attendre quelques heures dans une ère qui n'est pas conçue non plus pour être confortable, qui a fait une expérience de l'attente dans un service d'hôpital, réalise bien que même les fauteuils, comme chez McDo, ont été conçus pour qu'on n'y soit pas à notre aise. Alors c'est assez pénible si vous êtes atteint de fièvre ou bon. On a compris que, et là maintenant, la machine en tant que telle, si elle casse, c'est le cœur même de la ville, de la cité qui s'arrête. On pourrait dire le service de santé, c'est le cœur, l'enseignement, c'est le cerveau. Alors, il faut balancer à la fois le corps et l'esprit. Mais si le corps clenche, eh bien, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Et la machine hospitalière, elle est à bout de souffle. Elle est à bout de souffle. Et pour quiconque n'a pas été atteint par ce virus ou qui n'a pas vu de proche être atteint, ça demeure une pure abstraction. Et cette incapacité qui est nôtre de dépasser l'abstraction, ce qu'appelle le surminal en opposition au subliminal. Le surminal, c'est que c'est tellement gigantesque que c'est à proprement parler infigurable, inimaginable. On ne peut pas se le figurer. Et tandis que le subliminal, ben, vous le savez, c'est ce qui passe malgré nous. C'est ce qu'on enregistre sans trop en prendre conscience. Alors, le surminal de Gunther Anders, je pense, s'applique ici devant cette catastrophe sanitaire dont on ne parvient pas à se dépêtrer parce que peut-être aussi la réponse que l'on offre est une réponse abstraite aussi. Presque
presque inconcevable également, à savoir les vaccins. Vaccins dont on nous dit qu'ils sont une grande innovation technologique. Mais il faut faire vite parce que la nature qui tout à coup, d'une certaine manière, reprend pas ses droits, elle ne les a jamais perdus, mais la nature se réinvite dans notre univers dirigé par des machines, dirigé par la force de l'abstraction, précisément. Et on ne parvient pas à se soustraire à cette abstraction-là. Alors ces jeunes hommes-là, eux, quant à eux, ont une représentation des événements qui se présentent sous forme très opaque, et dans certains cas, ils le prennent personnel, et dans certains cas même, ils peuvent même penser que la révolte est la réponse. La révolte politique est la réponse. C'est sûr que mettre à mal un système que l'on juge injuste, inique, ignoble, le mettre à mal, lui opposer une forme de violence à ce qu'on juge soi-même une distributrice à violence, peut être tentant, mais ça demeure quand même une bien médiocre consolation. Alors, cette pandémie-là, ça serait également une crise de la représentation, une crise de l'empathie aussi. Parce que des milliers de morts, ça fait partie aussi de ce que Gunther Anders dit, le surminal, c'est que des tragédies de cette ampleur, 600 000 morts presque aux États-Unis, dont 1,5 million de trop, selon Fauci, 11 000 au Québec, 125 000 en Angleterre. C'est des chiffres très importants. Sans compter que la machine elle-même, avec ce que les administrateurs de la santé publique nous disent, le temps est venu de se délester. Alors ça aussi, cette notion-là de délestage qui a priori, si vous écoutez comme faux, a une connotation positive. On se déleste d'un poids, on se déleste d'une charge, on se déleste d'une pulsion, on se déleste d'une tension. Mais là, ici, ce qu'on déleste, c'est des gens qui ont besoin d'opérations, qui ont besoin de soins, qui sont perçus soudainement comme un encombrement supplémentaire. Alors là, il faut rationaliser les lits. Alors, tout ça, moi, dès le début de cette crise, j'avais l'impression, je ne dis pas que c'est une intuition, mais j'avais l'impression que c'était une crise gestionnaire, une crise de gestion, mais qu'au fond, c'était plus profond que ça. C'était la pensée gestionnaire en soi qui était atteinte. Alors, une logique de gestion que, en fait, il y a quelqu'un qui me disait aussi, d'une des jouissances des bureaucrates qui font des réformes, c'est de parler de la beauté de l'objet. Alors voilà, la beauté de l'objet qui a un fini conceptuel, une sorte d'objet lisse qu'on devine sans aspérité, qu'on peut non pas tenir dans ses mains, mais qu'on peut appréhender comme presque comme une sorte de perfection. Et cette perfection-là, bureaucratique, si je peux dire, eh bien, fait abstraction du fait que ce sont des êtres humains qui vont non seulement faire les frais, mais qui
qui risque d'en pâtir et la technologie médicale étant ce qu'elle est, la séparation entre le soignant et le patient, eh bien, la médiation technologique qui est à l'œuvre aussi fait partie de ce qu'aurait pu avancer Gunther Anders dans l'obsolescence de l'homme, qui est son ouvrage majeur. Gunther Anders, comme vous le savez, qui était le cousin de Walter Benjamin, le premier époux de... Vous savez qui? Hannah Arendt, le premier époux d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, qui a couvert d'ailleurs le procès Eichmann, et qui a été jugé assez durement de porter de l'intérêt à quelqu'un de jugé parfaitement monstrueux. Mais c'est là qu'elle a montré aussi ce qu'elle a appelé la banalité du mal. Hein? L'obéissance servile, pas juste l'obéissance servile et enthousiaste dans l'exécution de tâches, même monstrueuses. Et Eichmann ne comprenait même pas le procès qu'on lui faisait, car il avait été un bon exécutant, un exécutant compétent et méritant. Alors, il ne saisissait pas. Alors ça aussi, cette incapacité à saisir sa responsabilité dans ces structures maléfiques est assez saisissante. C'est un autre effet aussi de l'abstraction. Alors donc, il était jugé aussi par ses pairs, Gunther Anders, comme un trublion, un marxiste un peu farfelu. Il avait été également l'élève d'Heidegger. Bref, on n'arrivait pas trop à le saisir et beaucoup l'ont jugé trop catastrophiste. Mais pour lui, être paniqué, c'était presque une qualité morale. Alors voilà, comme disent les Anglais, don't panic, panic. Alors pour lui, être paniqué, donc, relevait de la vertu. Voilà. Relevait de la nécessité morale. Alors qu'est-ce qu'on dirait pour en revenir à ces jeunes hommes-là extrêmement perturbés? Les récits, en tout cas, que les parents m'en ont fait, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et d'autant que, en tout cas dans mon groupe d'âge, les vaccinés et les vaccinables, je ne dirais pas qu'on est sur le point de quitter la scène, mais assurément certains d'entre nous sont tout près de la retraite ou l'ont déjà pris même, voire. Mais ce qu'on laisse en ce moment comme méthode des lieux est assez... et leur dire que tout va aller mieux demain, ça me paraît facile et creux également. Et les plus honnêtes d'entre nous sommes à même de constater que les difficultés que nous avons pu rencontrer dans notre prime jeunesse, eh bien, on peu de choses à voir avec les difficultés extrêmement ardues, les difficultés extrêmement périlleuses qui se dressent devant les jeunes générations. Que leur dire? Que leur montrer? D'autant que certains d'entre nous avons réussi quand même à se faire une place au soleil ou avoir tiré les marrons du feu, s'en être sorti. Quoi? En être sorti.
quelle étrange expression, au fond. Je m'en suis sorti, ouais, sorti de quoi? Bon, on ne sait pas trop. Et ça nous invalide, en fait, d'une certaine manière. Notre parole nous invalide. Alors voilà, écoutez. J'allais peut-être vous lire quelque chose, mais ce soir, je vais vous donner congé de lecture, tenez. Je vais pas vous lire, je vais vous montrer quand même le livre. C'est un livre important. Gunther Anders, Nous, fils d'Eichmann, que je vous remonte à l'écran. Tenez. Je poursuis ma réflexion. En fait, réflexion qui ne cesse jamais, jamais, jamais. Mais la ligne directrice de toutes mes vidéos, sans exception, c'est que nous, les lecteurs, les lectrices, eh bien, on doit résister d'une certaine manière au règne des machines. Et c'est Bernanos qui disait que la vie moderne, au fond, refusait, ou enfin, je cite toujours tout croche, mais ça n'a pas d'importance, c'était le refus de la vie intérieure. Alors, maintenir des foyers, je dirais, de vie intérieure, s'aménager un espace, s'aménager une bibliothèque à soi, s'aménager un lieu où on peut se retirer aussi des affaires incessantes du monde pour pouvoir se refaire, pour pouvoir refaire son énergie, refaire sa... Peut-être est-ce un début de réponse à ces jeunes personnes encolérées ou tétanisées ou terrifiées ou engoncées ou malmenées ou massacrées même dans certains cas. Parce que là, l'horizon, il est vraiment... il se dérobe, hein? Plus cette crise se prolonge, plus la sortie de crise, ça c'est un autre terme qu'on a pas mal entendu en 2008, quand il y a eu la crise économique de 2008, crise cataclysmique, sortie de crise. Hein, il y a des mots comme ça. Mais ça, les spécialistes des coms nous ne le resservent pas, ça, le sortie de crise. La feuille de route aussi. Hein, vous vous souvenez, la feuille de route. Moi, j'en avais toujours les pommes de route. Mais ça, j'ai un esprit... moi, j'entends des choses, vous comprenez? J'ai déconstruit des phrases là, comme ça. C'est comme le fameux lire en cœur. J'entends lire en cœur, vous voyez? C'est ça, avoir l'esprit mal tourné. Alors, mais exit pomme de route, exit sortie de crise. Là, il y a la nouvelle réalité. Hein? Ça, c'est quoi le nouveau truc? Là? Il va avoir réinventé sa vie. Il y a une autre affaire qu'on entendait ad nauseam, réenchanter le monde. Alors, la formule, outre qu'elle me semblait creuse, me semblait porteuse de désenchantement à venir. On fait ça comment, réenchanter le monde? Hein, on fait ça comment? C'est quoi le programme? Alors, quand tu entends plusieurs spécialistes en communication nous seriner à longueur de journée, qu'il nous faut, hein, cette injonction-là aussi, il nous faut, hein, ce volontarisme-là, il nous faut réenchanter le monde. J'aurais envie de dire, va donc lire, là, va réfléchir, là, va réfléchir autrement. Ou même, mieux encore, cesse de réfléchir. Comme on dit au Québec, mets la switch à off. Alors, c'est ce que je vais faire là, ce soir. Je vais mettre la switch à off. Allez, merci et vous connaissez la suite. Voilà.